Objet SCP-2747. Niveau de menace noir. Classe quêteur. Anciennement de classe Euclide et de niveau de menace vert. Procédure de confinement spéciale. Les algorithmes de surveillance de la Fondation doivent surveiller les médias en ligne et imprimer à la recherche de phrases clés liées à SCP-2747. Toutes les correspondances doivent être classées et transmises au département des analyses, qui fournira la confirmation définitive d'une manifestation de SCP-2747. En cas d'identification positive, tous les médias affectés doivent être convenablement corrigés, suivant les protocoles d'altération médiatique standard de la Fondation. 912-A, 4e dimension, 943-A, puis empoisonné. Procédure observationnelle quali-solucide. L'observation contrôlée de SCP-2747 sera réalisée en utilisant des ressources informatiques locales pour générer procéduralement des récits de niveaux de complexité et d'imbrication variés. En parallèle, des descriptions de ces récits devront être générées en utilisant un logiciel analytique, méta-analytique, créé par la Fondation et capable d'analyser les médias sur divers degrés d'abstraction. Les résultats pourront ensuite être examinés à la recherche de signes de SCP-2747 en les scannant périodiquement à la recherche d'irrégularités dans les données. Tout récit généré contenant de telles irrégularités pourra ensuite être signalé comme étant une instance de SCP-2747 et les conditions de son apparition pourront ensuite être classées comme génératrices de SCP-2747. Grâce à un échantillon suffisamment large, les critères conditionnant l'apparition de SCP-2747 pourront ensuite être identifiés et anticipés avec un degré de clarté suffisant. En outre, une liste de surveillance de 7000 artistes doit être maintenue et constamment observée à la recherche de signes localisés de manifestations de SCP-2747 dans leurs œuvres respectives en utilisant le logiciel analytique, méta-analytique susmentionné. Afin d'augmenter la résolution observable et l'étendue de manifestations métafictionnelles profondément imbriquées, cette liste de surveillance doit essentiellement comprendre des individus, des groupes et des organisations qui tendent à produire un contenu métafictionnel, tel que des mises en abîme et des histoires dans l'histoire. Il est autorisé de financer ou d'influencer secrètement les créateurs de contenu à cette fin. Les résultats de Calice Lucide seront documentés dans l'appendice B du présent document. SCP-2747 est un phénomène apparaissant dans les médias imprimés ou en ligne, où les plateformes dédiées à la discussion d'œuvres de fiction commencent à mentionner des instances inexistantes d'un média fictionnel. En dépit de la dite inexistence, des articles, des messages, des commentaires et d'autres métadonnées concernant l'œuvre de fiction inexistante seront découvertes, qui la traiteront comme étant réelle. L'œuvre de fiction inexistante peut être mentionnée par divers individus et dans des contenus variés, allant de brèves mentions sur des forums en ligne jusqu'à faire l'objet de thèses académiques entières. Des descriptions, des captures d'écran, des photographies de copies physiques et de brefs fragments de texte tirés de la dite œuvre de fiction peuvent souvent être découverts dans les médias infectés par SCP-2747. Ces descriptions sont totalement cohérentes entre elles et il s'est avéré possible de reconstruire des segments entiers de médias fictifs grâce à des descriptions tirées de métadonnées générées par SCP-2747. Une liste des médias fictifs générés par SCP-2747 a été ajoutée ci-dessous. Voir l'appendice A. Lorsque cela est possible, les documents affectés peuvent être remontés jusqu'à des individus existants. Cependant, lorsqu'interrogés sous la contrainte, les dits individus nient invariablement avoir écrit les documents infectés et nient toute existence des médias fictifs mentionnés à l'intérieur. SCP-2747 n'a jamais été documenté en temps réel. Toutes les instances observées à ce jour ont été enregistrées post hoc. Aucune instance n'a été documentée avant le mois de janvier 2008. La raison pour cela se conforme aux observations pataphysiques documentées plus en détail dans l'appendice B. L'hypothèse actuelle de l'équipe de recherche de SCP-2747 est que SCP-2747 est la preuve de la manifestation naturelle d'une anafabula, ou anti-histoire, un bloc de signes, d'iconographie et de narème. Un narème est défini comme étant l'unité de base d'une histoire, tout comme un mythème forme l'unité de base d'un mythe, ou comme un mème constitue l'unité de base d'une culture. Indépendants qui, lorsqu'ils sont suffisamment bien intégrés à une construction fictionnelle, mènent à une annihilation mutuelle. Il est impossible de créer les propriétés d'une anafabula dans un premier temps, étant donné sa nature anormale. Mais des descriptions ont été générées dans un second et troisième temps grâce à la procédure observationnelle Calice Lucide et sont explicitées plus bas. Voir l'appendice B. Elle peut prendre l'effet à travers plusieurs couches de récits métafictionnels, c'est-à-dire qu'un récit, méta-récit contenant l'anafabula, cessera d'exister au sein de l'histoire, puis que l'histoire elle-même disparaîtra de notre réalité. Cette interprétation de la réalité, des couches de récits métafictionnels, doit encore être vérifiée par des observations pataphysiques de la Fondation, mais semble concomitante avec les observations tirées d'anomalies transfictionnelles telles que SCP-1304, SCP-2614 et SCP- Une anafabula est facilement identifiable par le fait qu'elle représente invariablement un anathème ou un antagoniste dans l'univers du récit, et ce, dans toutes les manifestations de SCP-2747, sans doute en raison des narèmes inhérents, la composant, qui indique sa nature à la fois étrangère et centralisatrice. Mise à jour.
L'hypothèse susmentionnée a été confirmée être un modèle fonctionnel de SCP-2747. Veuillez vous référer à l'appendice B. Mise à jour. Les procédures suivantes doivent être mises en place pour conclure correctement la procédure observationnelle Cali-Suicide, voire appendice B. En aucun cas, les propriétés de l'anafabula signalées dans l'appendice B ne doivent se produire dans la réalité, qu'il s'agisse d'un acte naturel ou délibéré. Tout objet, personne ou événement dont le seuil de semblance dépasse le niveau de signifiance alpha doit être altéré par tous les moyens possibles. L'accès aux informations concernant SCP-2747, en particulier les informations contenues dans l'appendice B, doit être strictement limité au niveau d'accréditation 4 et 3 analytique. En raison des implications pataphysiques et de l'inconfinabilité inhérentes de SCP-2747 telles que détaillées dans l'appendice B, il doit être classifié comme quêteur avec effet immédiat. Appendice A. Liste partielle des manifestations de SCP-2747. Punta de la Espira, le bout de la spirale en français, apparaît être une nouvelle de 1951 écrite par Gabriel Garcia Marquez. Elle décrit un protagoniste anonyme alors qu'il descend une rivière en direction d'une montagne noire, cornue, afin d'apporter un cadeau à un destinataire inconnu. Le voyage est dur et périlleux, et il meurt de fatigue à la fin de l'histoire, n'ayant pas l'air plus près de son but qu'il ne l'était au début. La montagne est décrite en détail tout au long de l'histoire, à l'aide de métaphores récurrentes en faisant alternativement allusion, comme à la résidence des dieux ou une présence démoniaque. Tetoru apparaît être un film d'animation dirigé par Satoshi Kon, peu avant sa mort. Il est décrit comme un thriller psychologique chroniquant une dessinatrice de manga en difficulté qui tente de finir et de publier sa première œuvre avant une date limite très proche. Le stress prend de l'ampleur et les frontières deviennent floues. Elle commence à halluciner et le film se termine de manière ambiguë, ne permettant pas de savoir si elle a atteint son but ou cédé à ses faiblesses. Typique du style de Kon, l'animation est décrite comme méticuleuse, kaléidoscopique et parfois extrêmement perturbante. Une scène montre la protagoniste physiquement aux prises avec les ombres de son appartement, décrite dans Your Mind Make It Real, ton esprit le rend réel, comme étant la manifestation de son blocage artistique, qui finit par l'engloutir et la dévorer. Now Sister of Mine, ce n'est pas ma sœur en français, est supposé être un jeu de rôle vidéoludique au tour par tour du genre fantasy horror, publié par Paokahan, bien que Paokahan ait été un studio de développement de jeux vidéo majeur actif à Séoul entre 2002 et 2005, aucune trace de l'existence de No Sister of Mine n'a jamais été retrouvée. Pour la Nintendo GameCube en 2005. Selon les testeurs, le joueur contrôle un groupe de 6 personnages anonymes tandis qu'il explore un royaume en ruine dans l'intention de trouver un compagnon perdu appelé Sister. Il fut très mal accueilli par les testeurs, avec de nombreuses critiques dénonçant un système de combat rempli de glitches, des dialogues incohérents, des graphismes apparemment incomplets, une bande-son répétitive décrite comme nauséabonde et donnant mal à la tête, et l'impossibilité de le terminer. Les personnages non joueurs du jeu mentionnent constamment un grimoire noir comme le charbon et relié d'épines qui, une fois lu, soit permettrait d'obtenir un grand pouvoir, soit relâcherait une terrible malédiction. Ce que la plupart des testeurs supposaient être la quête finale du jeu, nécessitait aux joueurs de faire une marche arrière à travers les zones précédentes du jeu pour récupérer les fragments du grimoire en utilisant les capacités qu'ils avaient acquises entre temps. Cependant, les testeurs déclarent à l'unanimité qu'aucun fragment ne pouvait être trouvé. Un testeur va même jusqu'à déclarer que les objets eux-mêmes ne figurent même pas au sein du code du jeu. The Skolimpendra Wiki est supposé être un univers fictionnel collaboratif en ligne, mélangeant les genres de l'horreur, de la fiction spéculative et de l'étrange. Il semble avoir été hébergé sur une forme de site wiki, bien que l'adresse elle-même ne soit jamais mentionnée. L'intrigue exacte de l'univers de Skolimpendra est difficile à discerner, étant donné que les diverses fanfictions existantes supportent des histoires très divergentes et des interprétations variées des personnages, compliquées par l'implication d'autres univers et éléments fictionnels. Il est établi qu'il implique 7 personnages voyageant à travers une série de royaumes en amassant et collectant des objets dotés de propriétés anormales ou surnaturelles. Un objet revient régulièrement entre les différents textes. Un emblème à 7 côtés dit posséder le pouvoir de détruire tout objet, personne ou concept abstrait au simple toucher. Il semble être d'un grand intérêt pour les protagonistes qui tentent répétitivement de le récupérer. Cependant, il semble également être en possession d'un antagoniste anonyme sinistre auquel il est plusieurs fois fait référence dans plusieurs textes mais qui n'est jamais vu. E.O. est décrit comme étant le 9e album en studio du groupe de rock anglais aujourd'hui séparé Radiohead. Il contient 6 pistes pour un total de 34 minutes et 18 secondes. La majeure partie de ces pistes semble pour la plupart consister en échantillons digitalement manipulés des précédents albums de Radiohead, accompagnés de chants et d'une instrumentation acoustique. La réception de l'album semble avoir été hautement positive, à l'exception de la critique de Jessica Green dans Pitchfork, qui ne lui donne qu'une note moyenne de 7. Plus spécifiquement, Green trouve que l'album souffrait d'une post-production hâtive et mal coordonnée
désordonnée qui n'est pas la faute du groupe en lui-même. Les coupures audio entre la 5e et la 6e piste sont décrites comme des ruptures inutiles, étant donné le flow ininterrompu entre toutes les autres pistes de l'album. Il est mentionné que l'album fait appel à une réverbération binaurale grinçante accompagnée d'un solo du chanteur Thom Yorke en guise de motif musical, incarnant ce que Gulshan Anirudh du New Bombay Times estime être son thème central de spirale d'isolation et d'inspiration, de boucles de rétroaction qui résonnent au niveau du profondément personnel, le cœur tremblant de la psyché créatrice. Anirudh mentionne également des paroles faisant référence au suicide et à l'automutilation, bien que présentées à travers des métaphores indirectes. E.O. n'a jamais eu peur de jouer avec l'idée de la haine de soi ou de se désacraliser lui-même. Pourtant, l'album dans sa globalité ne semble jamais faire mouche, toujours à orbiter autour de son horrible cœur sans jamais vraiment l'atteindre. Ma vigne est décrit être tiré d'un manuscrit et des illustrations au fusain l'accompagnant, découvert dans la maison d'un certain Rithabil Abraham en 2014. Bien que plusieurs individus correspondent à sa description, ma vigne ne semble pas avoir existé dans la réalité. Abraham semble avoir été un écrivain reclus, ainsi qu'un artiste travaillant comme technicien de maintenance à Bloemfontein, en Afrique du Sud, et cliniquement diagnostiqué comme schizophrène. Ma vigne est un roman constitué de plusieurs récits imbriqués, rédigés en afrikaans, et prétendant être l'œuvre d'un mystique allemand au XVIIe siècle. Il décrit le voyage du mystique, seulement connu sous le nom de Maas, apprenant la nature de la structure interne de la Terre qui lui est révélée dans une vision. Au début du roman, Maas rêve d'un être surnaturel qui est conscient de sa nature d'entité rêve et est profondément reconnaissant à Maas de lui avoir donné l'existence. En échange, il promet de divulguer à Maas les secrets de la Terre. Maas, qui est physique, ne peut pas traverser le sol. L'être décide alors de simplement lui raconter le voyage. Il parle de 6 royaumes démarqués par paliers et qui s'étendent du royaume du trésor et des minéraux à un plan intangible de lumière et de son. Au-delà de ces 6 royaumes se trouve un autre palier, de froid et de silence, qui est décrit comme étant le cœur de la Terre. Avant que ce point ne puisse être élaboré, Maas se réveille et le rêve se termine. Ex-Lux semble être une œuvre de fiction interactive de mystère écrite dans un mélange d'anglais, de catalan et d'espagnol. Il est présenté sous la forme d'une série d'histoires épistolaires du point de vue de 6 personnages et d'une narration au courant de conscience dont la provenance est ambiguë. Les lecteurs naviguent entre les 7 histoires développées, découvrant les indices d'un meurtre ou de plusieurs meurtres. Au bout d'un moment, les histoires finissent par converger dans un restaurant routier durant une tempête et les personnages échangent leurs histoires. De là, la structure narrative en résultante ne peut pas être adéquatement décrite comme de simples scènes prises sur le moment, ni comme des histoires dans l'histoire, étant donné que les récits qui suivent finissent par s'entrecroiser de telle sorte que les récits tardifs permettent d'aborder des récits antérieurs sous un nouvel angle, ou servir de connexion entre des fragments de texte antérieurs après de longs détours. À plusieurs moments, les personnages tentent de consulter le testament d'un individu absent, appelé l'étranger. L'identité du ou des meurtriers ou victimes n'est jamais connue, et l'histoire ne connaît pas de fin conventionnelle. Appendice B. Observations et conclusions tirées de Calice au lucide. Données perdues.